quand vous vous baladez dans vos pays, dans nos pays, y a-t-il pour les jeunes Africains des motifs de construire l'estime d'eux-mêmes? Premier challenge, comment, à partir d'ici, réfléchir à mettre en mouvement de quoi construire l'estime de soi. C'est le premier point. Deuxième point. Quand vous entendez Will vous dire que c'est $1 trillion que s'exprime la culture dans les affaires du monde culturel, dans les industries créatives, et que là-dedans, un des producteurs de valeur est l'Afrique. Il a donné l'exemple de la musique, il a donné l'exemple du sport, il a donné l'exemple de la créativité. L'Afrique producteur de valeur, l'Afrique epsilon dans le marché de la culture. Comment faire? Est-ce que, à défaut de le dire en public comme ça, de le dénoncer en public, on a une action possible? Troisième question qui a été posée. L'Afrique, c'est aussi ses diasporas. Vous avez entendu le docteur Garvey vous dire tout à l'heure, nous sommes là, nous la diaspora, notre fierté, on la tire de ce que ce continent va retrouver sa place. Mais comment vous nous accueillez? Comment on peut construire ensemble? Comment on peut croire qu'ensemble, on peut jeter les oripeaux d'hier et construire un avenir commun? Et tout le monde a dit ici, oui, l'avenir commun est possible, puisque l'Afrique va représenter la moitié de l'humanité d'ici la fin du siècle. Mais, si c'est vrai, et si c'est vrai que l'Afrique représente déjà la moitié de la jeunesse mondiale dans moins de 10 ans, comment on fait pour qu'on mette cette jeunesse en responsabilité du monde? Puisque si vous représentez la moitié, vous êtes le monde. Comment on fait? Et tout le monde a affirmé ici, ça commence par le cerveau. Comment vous libérez votre cerveau de tout ce brainwashing qui vous a été fait depuis des années? J'ai beaucoup aimé la question de Caroline tout à l'heure qui dit qu'un enfant lui a dit, mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des rois africains? Est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens en Afrique qui n'aient pas été esclaves? En d'autres termes, est-ce que c'est possible qu'un Africain soit un être libre? C'est la diaspora qui se pose cette question. Comment vous leur racontez? Comment nous voulons finalement régénérer la culture africaine et afrodescendante pour qu'elle porte un nouvel espoir, une nouvelle perspective pour la jeunesse africaine et pour le monde? Car le monde est devenu insensé parce qu'il s'est éloigné grâce au matérialisme de l'essentiel, c'est-à-dire l'humanité. Le monde, c'est le combat de tous contre tous. Et ça se matérialise actuellement. Quand c'était des combats périphériques, ils disaient que ce sont des africanistes. Maintenant que c'est le combat au cœur d'eux-mêmes, ils se retrouvent nus. Parce que l'Afrique accueillante n'a pas compris que d'autres parties du monde étaient essentiellement combattantes et dans la compétition les uns contre les autres. Peut-être c'est comme ça que
l'Afrique a subi l'esclavage et la colonisation parce qu'elle a été accueillante. Simplement. Ah oui, entièrement. Comment on peut aller vers un manifeste pour le renouveau de la culture africaine et afro-descendante pour réconcilier l'homme avec l'humanité? Voilà la question que nous sommes. C'est facile. Merci encore Jean-Pierre, merci pour l'invitation, merci tout le monde d'être là aujourd'hui. On a travaillé, on a fait un film extraordinaire qui s'est passé, c'est comme ça, un film extraordinaire qui s'est passé du 7 au 11 décembre, passé au Palais Sheila. On a parlé beaucoup de Palais Sheila ici, mais sans dire qu'il faut étudier, trouvons la solution. Cette dame qui vient de finaliser par rapport à ce grand programme panafricain qui est à Paris. Je vis à Paris, je vis à New York. On m'a parlé de monsieur, notre Armando, qui a ouvert une boutique à New York. Alpha a été le premier à ouvrir une boutique à New York. Voilà, une des plus grandes boutiques à Brooklyn, c'était Alpha. Mais uniquement, Armando a cette chance d'avoir un ou deux investisseurs qui ont mis l'argent sur lui. Nous, on a cette chance d'avoir encore un travail africain. Armando est portugais. Donc, il a la chance de le faire dans de très bonnes conditions. Nous, on n'a pas encore eu ça et ça va venir. Deuxième phase, vous avez parlé de protection intellectuelle. Toute notre vie, on n'a pas arrêté de parler de protéger nos marques. On nous vole nos dessins, on nous vole nos pagnes, on nous vole nos tissus, on le copie, on nous vole, on fait tout en Europe, on nous amène pour nous vendre ça après à des prix exorbitants. Comment est-ce que l'Afrique peut dire qu'il a fait de la mode africaine, que du vol, que de la copie? L'Afrique est un continent qui fait de très belles choses, on a besoin d'être accompagné par des gros financiers qui accompagnent les Africains. C'est très important. On ne vote pas. Après, on parle d'éducation. Ça fait 10 ans que je suis en train de préparer la plus grande école de mode et des arts, 10 ans, où mon gouvernement m'a donné $1 million pour commencer et 3000 m² pour faire l'école. Jamais l'argent n'est sorti. Parce que l'argent du gouvernement dans lequel ils m'ont donné 50 millions de francs CFA, il y a des gens qui sont directs, non, 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 c'est pas la peine de faire l'école en Afrique. Venez ailleurs, non, non, non. Et le Niger, qui est mon pays aujourd'hui, où l'école a eu des forces, tout le monde entier croit à l'éducation, éduquer nos enfants dans le domaine de l'art, de la créativité, de tout ce qui concerne les métiers de la culture. On se bagarre avec mon propre gouvernement, avec des... Excuse-moi, je suis musulman aussi, hein, que c'est interdit d'éduquer des enfants dans l'art, ou dans la mode, ou dans la créativité, ou dans la beauté. On a failli me tuer 3 fois dans mon propre pays, parce que j'ai fait un festival. 3 fois. Parce que 1000 personnes dans la rue, il fait défiler nos filles, il fait dénuder nos filles, il fait ça, parce qu'on veut développer la mode, on veut donner une dimension à la culture, à l'art africain. Mais quand ils ont vu, 20 ans après que le roi Mohamed VI m'a fait venir ici, le commandeur des croyants, qui croit aussi à l'islam, je me dis quoi, mais c'est quoi cette chose-là? Maintenant il court derrière moi pour qu'on puisse pleurer, bien sûr. C'est des choses qu'aujourd'hui, il faut essayer de dire, parce que quand on dit ça, on meurt. Et l'Afrique meurt avec ça. Le continent africain est un continent positif, un continent majeur. Et la culture africaine et cette journée mondiale de vivre et de fêter l'Afrique et sa diaspora est une chose incroyable. À New York, ou au Brésil, ou d'autres, quand je passe, on dit Alpha-D dans la salle, dans le restaurant, tous les cuisiniers qui sont derrière sont africains. Alpha-D où? Ils viennent derrière nous voir. On veut ton bonnet, on veut ton chapeau, on veut acheter, ou on peut avoir des vêtements ici. Mais on ne peut pas. Il faut uniquement se donner cette dimension culturelle, artistique, pour que l'Afrique aussi soit créative. L'art contemporain qu'on fait aujourd'hui avec Wardan. On est en train de faire de la peinture avec Wardan, extraordinaire, la peinture à 4 mains. C'est une belle histoire par rapport à des Africains qui sont ensemble, le Maroc et le Niger, le Maroc et le Sénégal, pour mettre ensemble nos valeurs, notre travail, pour qu'aujourd'hui qu'on puisse absolument trouver des solutions, pour que l'Afrique aussi soit contemporaine, que la mode africaine, le côté contemporain sort. J'ai une amie qui s'appelle Abdoulaye Konaté qui vend un tableau, 150 000, 1 million 500 000 $, un tableau. Un tableau, parce qu'il commence à être reconnu, commence à être aimé, et l'Afrique doit à ce niveau-là. Il est vendu au Brésil, il est vendu en France, aux États-Unis, nous aussi on est pareil. Et les créatifs, c'est ça l'argent du continent africain.
L'image de l'Afrique doit être positive à tout point de vue. Mais nos politiques, même des fois, nous giflent. Parce qu'ils écoutent d'autres personnes qui n'ont pas d'intérêt à cette grandisse. Je parle du bassin. Quelqu'un m'a parlé tout à l'heure, mon ami m'a parlé du bassin africain. Le bassin africain, M. Bassi porte aujourd'hui que c'est l'État à porter, il m'a dit Alpha m'a interdit de le porter. C'est pas africain. C'est en Europe. C'est en Europe. Le wax que les gens portent, c'est pas africain. C'est aussi hollandais. Tous les milliards depuis 250 années et vendent et produits là-bas, on nous inverse ça, on ne gagne que quoi, 2% ou 3%. Vous croyez que c'est bon ça? Il faut que le Maroc, qu'on se batte avec vous Jean-Pierre, pour que le bassin, le wax hollandais soit produit sur le Maroc, soit produit dans les pays africains, pour que ces milliards qui est déversé sur ces pays puissent aussi être africains, on le porte. Mais pourquoi ça va être là-bas? Hein? Mais c'est pas normal, il faut que ça change. Alfadi, ton plaidoyer est extraordinaire. Merci. C'est bon? C'est très bien, merci bien. C'est un plaidoyer qui vient du cœur. Et qui mérite qu'on, non seulement on applaudisse, il n'y a plus de panel, mais qu'on s'engage. Parce que l'essentiel n'est pas d'épiloguer sur l'action, mais d'agir. Alors, il y a des questions qui ont été posées tout à l'heure et qui interpellent particulièrement le monde des arts, le monde de l'écriture, le monde de l'édition. Madame, vous devez répondre à nos questions. Comment faire pour sortir de la proclamation et des déclarations de l'action? Nous avons proposé, nous, que on travaille sur un renouveau, sur un manifeste pour le renouveau de la culture africaine. Et ce travail-là, nous voulons le proposer au ministre africain de la culture, dont la réunion va avoir lieu dans le cadre de la capitale africaine de la culture en mai prochain, ici à Rabat. Nous espérons beaucoup que le gouvernement du Maroc va nous accompagner parce que les ministres doivent être invités par les ministres. Et nous souhaitons vraiment qu'on prenne la mesure des enjeux sous peine de disparition, qu'on prenne la mesure des responsabilités qui sont les nôtres, si nous ne voulons pas terminer comme les Indiens d'Amérique du Nord dans les réserves. Voilà. Alfadi, il ne va pas y aller. Merci à tous. Je remercie l'organisation. Je m'appelle Parfait Olan, je suis écrivaine du Gabon. Et je transmets à M. Jean-Pierre les salutations fraternelles d'Éric Joël Pécalé, empêché dernièrement parce que pour le ministre délégué au niveau du Gabon. En tant qu'écrivain, lorsque j'ai eu le thème de la communication par mail, j'avais vu vers un renouveau et j'avais déjà tiqué en disant pourquoi vers? Parce que vers veut dire tendre, vers il faut encore attendre. Et je disais, et récemment j'ai reçu le mail de l'esquisse de ce renouveau, de ce manifeste, et puis j'ai dit voilà, on y est déjà. On n'est plus vert, on est déjà là, à l'intérieur. Et comment au niveau de la littérature parvenir, la littérature en particulier et l'art en général, parvenir à ce renouveau? Il est temps pour nous, artistes écrivains, de ne plus écrire pour écrire. C'est vrai, il y a le récit, il y a les belles histoires d'amour, il y a tout cela, mais il faudrait aujourd'hui qu'on parvienne à construire des imaginaires africains et afro-descendants. Qu'est-ce qu'on entend par construire des imaginaires? C'est-à-dire que l'art aujourd'hui doit mettre en place des références imaginaires auxquelles les lecteurs, auxquels l'Afrique peut se référer. Pour illustrer,
Je prends par exemple la question du mythe, le mythe en Afrique. Les mythes, M. Eboudet disait tout à l'heure, c'était des textes, des récits fondateurs. Mais il est temps que l'on révisite ces mythes-là. Pourquoi? Parce que le mythe a la capacité de donner au lecteur la possibilité de se référer à quelque chose de grand. Il faudrait qu'aujourd'hui, les peuples africains se réfèrent à nos personnages mythiques. Je pense par exemple à Souleyata Keita. Il faudrait plus qu'on se dise que nous sommes des descendants d'esclaves, n'est-ce pas? Mais que nous sommes les descendants des héros. Il faudrait aujourd'hui que la littérature africaine présente des figures héroïques, des figures charismatiques. J'ai récemment fait des recherches sur les esclaves déportés et je suis tombée sur un esclave noir déporté au Mexique et j'ai appris récemment qu'il était d'origine gabonaise, Gaspard Yanga. Gaspard Yanga était à l'origine d'une rébellion au XVIIe siècle, une rébellion des marrons, des nègres marrons. Donc une rébellion qui a occasionné la naissance, la création d'une ville à Santa Cruz, au Mexique, la ville de San Lorenzo. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on écrit, nous, écrivains parfois, c'est juste l'inspiration, mais il faudrait revisiter ces héros-là. Ce n'étaient pas seulement des esclaves. Nos ancêtres, on les présente comme des personnes, comme des objets, comme des choses, comme des hommes qu'on a humiliés, qu'on a dévêtus, qu'on a dépouillés de leur humanité. Mais curieusement, ces sous-hommes-là ont bâti l'Europe, ont enrichi l'Europe. Comment des personnes vides, qui ne valent rien, peuvent-ils être au centre de grandes industries? L'agriculture, par exemple. Le coton, aux États-Unis, on dit que ce sont des sous-hommes qui ont été, ce n'étaient pas des sous-hommes, c'était des super-héros. La question de l'imaginaire aujourd'hui interpelle doublement parce que les autres, ce qu'ils ont fait, ils ont créé des imaginaires. Moi je suis professeur de français également et doctorant en littérature comparée, lorsqu'on demande à nos enfants, à nos élèves, à quoi ils veulent ressembler, ils vont vous dire je veux ressembler à Superman. Mais Superman fait partie d'une imagination qui a été créée. C'est un imaginaire qui a été créé pour galvaniser, pour montrer que le noir, l'américain est fort. Et c'est ce discours-là qu'on doit avoir. La valorisation de l'être noir, la valorisation de l'afro-descendant. Et cette valorisation-là commence depuis le bas âge. Tu n'es pas noir, tu es un homme issu d'un peuple de guerriers. Et vous regardez aujourd'hui ce qui se passe au niveau de l'industrie du cinéma. On a une réhabilitation de cette figure héroïque. On a vu le film récemment, Woman of King, n'est-ce pas? Le royaume d'Aomen, remis à l'ordre du jour à travers des guerrières, des Amazones. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin avec l'érection de la statue des Amazones. 30 mètres de haut, une femme guerrière. Qui l'eût cru dans une société traditionnelle africaine? Donc c'est ce regard-là qu'on doit avoir aujourd'hui, un regard, une réécriture de la figure, du personnage, le héros dans les écrits. Il doit être des héros charismatiques, au-delà de tout, de la romance, etc. Parce que c'est le message que nous aussi, artistes, nous véhiculons. L'Afrique misérabilisme, c'est le message que nous véhiculons aussi. C'est vrai qu'il faut dénoncer, c'est intéressant de dénoncer, mais il faudrait qu'on ait aussi des récits porteurs. Des récits porteurs. Et puis, il y a la question des savoirs également dans nos textes littéraires et dans l'art. Quels sont les savoirs que les textes africains, afro-descendants proposent? Il faudrait qu'il y ait dans nos textes un savoir historique pour conserver la mémoire des peuples. Il faudrait qu'il y ait un savoir esthétique pour montrer la beauté de l'Afrique. Il faudrait qu'il y ait un savoir philosophique pour montrer que nous sommes un peuple qui a réfléchi, qui a émis une philosophie. Et il faudrait qu'il y ait un savoir ancestral dans nos écrits. Et pour terminer, parce que je m'intéresse dans mes travaux peut-être au lien entre la littérature et l'architecture, n'est-ce pas?
c'est l'objet de mes réflexions en ce moment. Littérature et architecture, lorsque je parle de ça à l'université au Maroc, beaucoup me disaient, mais comment, quel lien? Justement, il y a. Le livre aujourd'hui est le gardien de la mémoire. Souvenez-vous, lorsque Notre-Dame de Paris a brûlé, les ventes du livre de Victor Hugo ont éclaté. Ils sont allés revisiter Notre-Dame de Paris pour revivre, pour revoir le chef-d'œuvre de manière écrite. Donc, on doit également préserver l'architecture à travers les livres, à travers nos livres. Comment l'architecture aujourd'hui est-elle présente dans les écrits? Lorsqu'on écrit sur Rabat, on ne doit pas seulement écrire Rabat, mais l'architecture marocaine doit subsister. Le livre doit être le gardien de la mémoire. C'est vrai, il y a l'image. C'est vrai, mais il y a cette connexion aujourd'hui des arts. Les arts aujourd'hui communiquent. L'écriture, l'architecture, le cinéma, etc. C'est cette sorte de fusion ou d'évolution artistique qu'on doit parvenir aujourd'hui. Donc c'est l'une des solutions. Sur le nouveau, là également, doit être perceptible à travers notre manière de penser l'art, d'écrire, de faire des films, de faire la mode, etc. On doit le repenser. On doit le repenser. Il y a à la fois il y a le design, mais il y a également la trame historique. Donc la littérature, on ne doit plus écrire notre histoire comme une tragédie, on doit écrire désormais notre histoire comme une identité. C'est notre identité. Une geste. Une geste. Merci. On a besoin de gestes. Parce que on ne recouvre pas. On ne recouvre pas la fierté sans héros. Les Français ont inventé un truc qui s'appelle Astérix le Gaulois, qui semble-t-il a résisté aux hordes des Romains. Et les petits-enfants français ont grandi dans l'idée que tout le monde, que nous nous demandons, regardez ce que vous êtes. Les Japonais sont venus à Luxor avec un modèle et une énorme machine, un calculateur immense pour reproduire la construction de la pyramide. Ils ont fait un premier modèle, puis un modèle plus grand, ils ont mis toutes les équations, et à la fin, avant qu'ils atteignent 3 mètres, le système s'est écoulé. Ils ont regardé, ils ont dit ces gars-là devaient être fichtrement forts pour avoir fait ça. Quels sont les Africains qui se disent nos ancêtres étaient fichtrement forts pour avoir fait ça? On retourne vers son âme un grand homme contemporain, un égyptologue, qui racontait les sciences par l'égyptologie, a démontré que Pythagore, Thalès, etc. ont appris les mathématiques en Égypte. Qui, parmi nos enfants, sait que les mathématiques sont nées en Afrique? Qui? Il l'a démontré. Peut-être en est-il mort. Le livre, c'est vrai. Vous avez raison. L'écriture, et Baudet disait tout à l'heure que le roi de Bamoun a été tellement interpellé par la transmission qu'il a inventé l'écriture. Mais les hommes écrivent par leur construction. Et vous avez raison de relier architecture et écriture. Si le livre doit faire mémoire, et si les biennales qui ont été suggérées tout à l'heure doivent faire œuvre d'intrusion de l'Afrique dans ce monde du livre et de la transmission, comment vous,
qui est les professionnels des livres, l'édition, envisagez-vous l'action pour qu'on quitte l'univers de la parole seulement? Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais remercier le papa, le doyen Jean-Pierre, associé à ce remerciement Eugène Baudet, qui depuis 10 ans m'accompagne dans ce que je fais en Guinée. Je suis Sansi Kaba Dekité, éditeur. J'ai fondé les 72 heures du livre de Conakry parce que je me disais qu'il fallait agir. Pour moi, sur le continent, il y a beaucoup de bailleurs de fonds. Vous connaissez la notion de bailleurs de fonds, mais chez nous, il y a beaucoup de bailleurs de sons. On parle beaucoup, on n'agit pas. Pour moi, l'action doit suivre la réflexion. S'il n'y a pas d'action après la réflexion, on ne peut pas avancer. Pour répondre à cette question du manifeste pour le renouveau de la culture africaine, moi je donne une seule réponse, chers amis. Une seule réponse, c'est le livre. Et le livre, c'est le symbole de l'éducation. Si on veut sauver le continent, on veut que nos dirigeants se réveillent et que nos enfants puissent être vraiment la relève, il faut le livre. Et c'est pourquoi depuis 15 ans, j'ai fondé ma maison d'édition. J'ai compris qu'il n'y avait pas de distribution et de promotion. J'ai créé cet espace que j'ai dénommé les 72 heures du livre, qui se fait chaque 23 avril. Mais tu m'as pas Et vous savez, j'ai mon livre, tu ne me vends pas? on va le faire. C'est pas normal ça. Et le 23 avril, je sais que beaucoup sont ici Le février. qui ne savent pas, c'est la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Et cette journée n'est pas célébrée sur le continent, parce que nous sommes ignorants de ça. C'est la date de naissance ou du décès des plus grands écrivains africains et dans le monde. Moi qui suis guinéen, je me suis aperçu qu'on célébrait tout en Guinée, mais pas le livre, pas l'éducation. Et j'ai commencé et j'ai décidé que chaque 23 avril, et depuis 15 ans, nous réalisons les 72 heures du livre qu'on a écrit. Ça n'a pas changé. Ensuite, j'ai imaginé que le livre n'était pas sexy dans mon pays parce que les gens ne couraient pas autour du livre. Je me suis dit qu'il faut demander la Coupe du Monde du livre en Guinée. Wow. J'ai imaginé et j'ai conçu le dossier de Conakry, capitale mondiale du livre. Wow. Le président Alpha Condé qui était au pouvoir m'a dit que c'est fou, c'est pas possible. Dans un pays où il n'y a pas de bibliothèque, où il n'y a pas d'espace de lecture, comment voulez-vous que ce pays devienne capitale mondiale du livre? Je dis justement, monsieur le président, parce qu'il n'y a pas de livre, il n'y a pas de bibliothèque, c'est pourquoi nous devons demander pour pouvoir construire et réaliser tout ça. À la fin de l'année 2018, parce que c'est une année, on avait une bibliothèque nationale, on avait dans les quartiers de Conakry des points de lecture, et aujourd'hui, dans les écoles, dans les universités, on commence à mettre des médiathèques. Voilà pourquoi nous avons réalisé. Et le rêve que nous avons, c'est de faire de Conakry la capitale africaine du livre. Parce que nous pensons qu'à Ouagadougou, aujourd'hui, le cinéma est célébré. À Bamako, la photo est célébrée. À Abidjan, Le Niger, les la arts. est célébrée. Au Niger, à Niamey, la mode est célébrée. À Dakar, les arts contemporains. Nous pensons qu'en Guinée, le pays de Camara Laye, de Guibri Tamsir Niane, de William Sassi, de Tchadamone Nembo, qu'on peut célébrer chaque 2 ans le livre. Il ne sera pas question de célébrer que le livre, mais ce serait aussi de célébrer les créateurs, les écrivains et les industriels du livre. Les récompenser sur le continent. Et je pense que c'est fondamental. Voilà ce que nous venons demander ici, à Rabat. Parce que Rabat, c'est la capitale africaine de la culture. Aujourd'hui, de Rabat, nous souhaitons que le grand frère Jean-Pierre et toutes ses équipes
nous accompagne. Je vais vous faire un exercice. Combien savent que la charte africaine de la culture dont nous avons parlé, dont ce manifeste va partir, c'est un petit bouquin de 20 pages. Mais qui le lit ici? Personne. Est-ce qu'il s'est enseigné dans nos écoles, dans nos universités? Comment voulez-vous qu'on puisse sauver nos enfants, qu'on puisse sauver la transmission sur le continent? Donc nous devons lire. C'est fondamental. On doit commencer, en tout cas les actions pour moi qu'il faut faire. Cher frère Jean-Pierre, nous devons faire en sorte que cette charte soit connue sur le continent et qu'il y ait des actions. Que chacun de nous puisse raconter son histoire, l'histoire de sa ville, de son village. Parce que tout ce qui n'est pas raconté est oublié. Et tout ce qui est oublié, c'est comme si cette chose n'a pas existé. Sauvons le continent, sauvons nos États, nos nations. Voilà, on ne peut guérir l'Afrique que par le livre. Je vous remercie. On va créer un parti Écoutez, s'il vous plaît, l'énergie de ce continent est totalement intacte. Quand vous entendez des jeunes comme ça, Bravo. vous ne pouvez pas ne pas croire au futur de ce continent. Et il ne fait pas que parler, il a agi. Il a fait. Et il parle de ce qu'il a fait et il parle et nous invite à faire encore. Et je vous assure que les dernières énergies qui me restent, c'est pour vous accompagner toujours. Sachez que nous avons fait un draft que nous avons envoyé à ceux qui sont ici. Mais ce draft va vous être distribué en français et en anglais. Et nous voudrions que vous l'enrichissiez et que vous l'adressiez à notre secrétariat. Parce que nous voulons en faire un document d'interpellation de nos gouvernements. Et nous voulons que le gouvernement du Maroc soit porteur de cette réunion des ministres de la culture pour que ce qu'il a souhaité déjà faire connaître la charte de 1966. C'est étonnant. Combien de ministres de la culture ont lu cette charte de 1966? Bien, qu'on la fasse connaître, qu'on y accroche. Alors j'ai pu comprendre que vert, c'est pas bon. Et donc, vous allez nous donner le bon intitulé. C'est parti de vos réactions. Et ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est l'interpellation qui nous a été faite que le livre, la transmission, soit au cœur de notre engagement ici. Ça veut dire, ceux qui sont ici, downloader la charte tout de suite. Quand vous rentrez chez vous, elle est disponible, vous la downloadez et vous la donnez à votre enfant pour qu'il la lise. Et vous-même, vous commencez à réfléchir avec lui, à poser la même question. On a été fautif, on ne nous a pas transmis. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que vous recouvriez la fierté, la dignité qui doit être la vôtre pour que l'Afrique soit ce qu'elle a toujours été, le phare du monde. C'est votre responsabilité, mon enfant, mais c'est ma responsabilité de vous guider. Je crois que si on a cette détermination, demain matin, l'action commence. Sachez que Rabat, capitale africaine de la culture, c'est une série d'interrogations comme ça. On a commencé par la mode, on va faire tout à fait prochainement un concours de la création de films par le téléphone mobile. 60
secondes. Comment raconter une histoire sur le mobile en 60 secondes? On a déjà fait ça. C'est le Mobile Film Festival. On a été étonnés de la créativité de la jeunesse africaine qui vous raconte une histoire, qui vous transporte en 1 minute. 1 minute. Vous avez une histoire. On va relancer ce concours et ça, c'est une preuve de plus de la capacité créative extraordinaire de ce continent. Et nous allons continuer comme ça. On va faire un festival de théâtre, on va faire un festival du design, on va faire un festival du cirque, des arts et pictures, festival de danse, festival du conte, festival gastronomique. Oui, Araba va se régénérer dans ses arts, sa culture, ses industries créatives. Et je souhaite que vous tous qui êtes ici, partiez d'ici avec l'idée que l'Afrique va retrouver sa place. Et elle va retrouver sa place d'abord par sa culture. L'industrialisation, le développement vient de surcroît. Si je suis fier de moi-même, le matériel devient secondaire. Si je ne suis pas fier de moi-même, le matériel devient l'essentiel. Et je me compare aux autres par l'aisance matérielle qu'ils ont. Mais moi, je suis arrivé au Bénin, il y a beaucoup d'années. C'est un pays, il y avait une rue, goudronnée, Cotonou. Des gens extrêmement pauvres, mais extrêmement fiers. C'est pour cela que je dis pauvreté et dignité ne sont pas des synonymes. La Chine était pauvre, mais digne. Et elle s'est développée parce qu'elle a été digne, y compris lorsqu'elle était pauvre. L'indignité n'est pas normalement notre statut. Jerry Lawrence a été invité à Africité 2009 comme keynote speaker. Et il nous a fait un message qui a rendu tout le monde pantois, y compris dans ce pays. Il a dit, tant que la quête de la dignité n'est pas au cœur des actions des Africains, l'Afrique ne se développera jamais. Vous aurez la surface des choses, vous aurez l'aspect des choses, mais vous n'aurez pas le développement. La culture et l'estime de soi sont au fondement de tout progrès du genre humain. Et le professeur Monga a ajouté la coopération entre soi. Je vous remercie. Je vous invite à méditer cette phrase, probablement la plus importante que j'ai lue de Frantz Fanon, qui a dit: si la construction d'un pont ne sert pas à élever le niveau de conscience des gens qui vont le traverser, mieux vaut les laisser continuer à traverser à la nage. Merci. Bonjour.